Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous reviendrons ce soir dans une page spéciale sur la tempête qui a touché aujourd'hui le sud-ouest du pays. Des vents à plus de 180 km/h enregistrés parfois dans les terres et notamment dans la région de Perpignan. Près de 2 millions de personnes sont privées d'électricité ce soir. Interruption du trafic ferroviaire et aérien et de nombreux dégâts matériels bien sûr. Le point avec l'ensemble de nos bureaux en région dans un instant. Qui est l'auteur de la folle tuerie dans une crèche hier en Belgique? La ville de Trémonde et l'ensemble du pays sont toujours aujourd'hui sous le choc après ce drame. Le nouvel organigramme de l'UMP, le parti du président de la République, est désormais dirigé par Xavier Bertrand qui promet du changement, un nouvel équilibre qui mérite, vous le verrez, quelques explications. Le grand format ce soir nous emmènera au cœur d'un complot qui visait à assassiner Adolf Hitler le 20 juillet 1944. Un film, Valkyrie, qui revient sur cette opération sort mercredi dans les salles. L'occasion de faire un point sur cet événement historique méconnu. Enfin le sport avec du football et les résultats de la Coupe de France. Le bilan, les gros ont croqué, les petits, avec la fin de l'aventure pour le petit poussé alsacien. Et puis le tennis, avec le point sur les Français toujours en course à Melbourne. Merci d'être avec nous. Elle avait été annoncée. Météo France avait publié un bulletin d'alerte rouge hier. Eh bien, la tempête a été au rendez-vous, violente sur une large partie du sud-ouest de la France. Elle a fait ce soir déjà 4 victimes. Les vents dans plusieurs régions ont atteint des records historiques, jusqu'à 180 km/h dans les terres parfois. Les dégâts matériels sont également, vous l'imaginez, importants. Nous allons prendre le temps d'y revenir. Alors que s'est-il passé ces dernières heures? Comment cette tempête a-t-elle traversé ces différentes régions? On voit cela en images avec le commentaire d'Arnaud Boutet. Sur le rocher de la Vierge, les vagues fouettent le littoral. 5 heures ce matin, la tempête fait rage. Quelques biarros, nés au vent, décident de braver le danger. 150 km/h dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans le golfe de Gascogne, un gros méthanier est en difficulté. Sur la côte, on circule difficilement. Les dégâts sont importants, comme à Saint-Jean-de-Luz, où le toit de cet immeuble HLM n'a pas résisté. On a entendu un grand bruit, donc et on a été voir à la fenêtre, on a vu commencer à tomber les tuiles au fur et à mesure, et voilà, donc on a attendu. On a été évacué, je sais pas, vers 7h, 7h30, je me rappelle plus. 170 km/h dans les Landes, par milliers, les pins jonchent le sol. La tempête, plus forte qu'en 1999, se révèle ici meurtrière. On dénombre 3 morts. Durant toute la matinée, le département est resté bloqué. Vous essayez d'aller où là? À Haussegor, au centre-ville. Et vous ne pouvez pas y accéder? Non, sur aucune route. J'ai essayé je tourne depuis 7h ce matin et j'y arrive pas du tout quoi. En Gironde, 160 km/h sur le bassin d'Arcachon, 140 à Bordeaux. L'aéroport de Mérignac a fermé ses pistes une partie de la journée. Les coupures de courant ont causé le décès d'une septuagénaire. Elle était sous assistance respiratoire. 150 km/h en Haute-Garonne. En milieu de journée, la tempête se déplace vers l'est. Et à Toulouse, on tente de sauver les meubles. J'essaie de sauver les derniers arbres. Il y en a 5 qui sont tombés. On va faire pour le mieux. Sur le marché, les commerçants remballent tout, demi-tour. Le placier est passé, il nous a dit qu'il avait des ordres de nous dire qu'il fallait plier et immédiatement, sinon la police allait venir. Les Pyrénées-Orientales enregistrent un record, 180 km/h. Partout, les mêmes dégâts et un vent de panique. J'étais un peu en panique parce qu'on voit les tôles qui volent de partout. Ça va par là, vraiment c'est... Sur les routes, les accidents sont nombreux. Ici, un touriste anglais en fait les frais. C'est le vent. Ils prennent la caravane et la caravane tombe. Et avec le caravane comme ça, la voiture suit. Les consignes étaient pourtant claires. Il ne fallait pas sortir. La tempête laisse des rivières et des fleuves en crue. Après les bourrasques, le sud-ouest subit maintenant des inondations. Voilà, image signée par nos confrères en région, mais également par nos confrères de France 3. On va prendre maintenant la direction de Narbonne. Bonsoir Hélène Verne. Alors vous avez été aujourd'hui le témoin de la violence de ces rafales de vent qui ont balayé l'ensemble de votre région.
Oui, on parle même ici de record, Laurent, hein, dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, qui n'avaient été finalement que peu touchés par la tempête de 1999. Alors le vent est encore présent, mais c'est sans commune mesure avec les rafales de cet après-midi, 170, 180 km à l'heure. Dans les Pyrénées-Orientales, on a eu jusqu'à 300 000 foyers privés d'électricité, car une ligne à très haute tension a été rompue. Et dans le département de l'Aude, où nous nous trouvons, 7 blessés, dont un gravement. C'est un pompier qui a été blessé par la chute d'un arbre. Également 9 poids lourds couchés sur l'autoroute parce qu'ils avaient bravé l'interdiction de circuler. C'est le secteur de Narbonne, hein, la ville de Narbonne où nous nous trouvons, qui a été le plus touché. Et c'est dans cette ville que nous avons suivi les services de secours. Un pan de mur vient de se détacher de la mairie. 50 mètres plus bas, la voiture d'un employé municipal, heureusement blessée légèrement. Pour les services de secours qui multiplient les interventions, l'urgence est de sécuriser les lieux. On va prévenir les accidents majeurs et on verra ensuite. C'est la plus grosse intervention hein, depuis le début. Et disons la plus importante visuellement pour l'instant, et on espère que ça ne s'en tiendra que là. À Narbonne, par rafale, le vent a atteint les 150-160 km/h. Les édifices sont fragilisés et la population invitée à la prudence. Je pense qu'on va rester chez nous, mais voilà quoi. Un peu peur quoi. Beaucoup. Beaucoup, parce que vraiment on n'a jamais vu ça. Et les bruits comme ça fait encore super peur. Partout dans la ville, des arbres déracinés, des voitures endommagées. Depuis ce matin, tous les services de l'État s'efforcent de sécuriser des bâtiments devenus dangereux ou d'en interdire l'accès. C'est le cas de la gare SNCF. Déjà on a un problème de marquise, on a des tôles qui risquent de s'envoler de la marquise et on a quelques tuiles aussi qui ont failli tomber. On a déjà perdu une poutre ce matin, donc là je fais évacuer tout le monde et on a arrêté aussi la circulation des trains. Je crois que je vais attendre un petit peu, puis si vraiment il n'y a rien qui se passe, je vais trouver un hôtel, puis je vais rester là pour la nuit quoi. Au vu de la situation, le préfet décide alors d'interdire toute circulation sur les autoroutes et les axes secondaires dans le département. Les grandes surfaces de plus de 1000 m² sont fermées. L'objectif est d'éviter tout drame humain, d'autant que l'Aude est maintenue en alerte rouge jusqu'à 22 h. Dans les images signées Frédéric Guibal, l'une des conséquences de cette tempête, ce sont bien sûr les coupures d'électricité. Je vous le disais en titre, plus d'1,5 million de personnes sont privées de courant ce soir. C'est le cas autour du bassin d'Arcachon et notamment au Cap-Ferret. Voyons quelle est la situation sur place avec le reportage de François Privat et Fabien Tormous. Situation devenue banale dans la presqu'île du Cap-Ferret. Ce soir, il est toujours difficile de dénombrer avec exactitude les dégâts occasionnés au réseau électrique. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien. Et voilà. Et là, j'ai un ami qui est bûcheron, donc il vient m'aider. Voilà, heureusement. C'est en fait la solidarité qui joue. C'est super. Voilà. Parfois, comme Dominique, on a la chance d'avoir conservé quelques souvenirs de la tempête de décembre 1999. Voilà, c'est votre groupe électrogène. Je l'ai ressorti, ça fait depuis 99, je l'avais rangé, il a redémarré au quart de tour. Cet agent immobilier vit ici toute l'année. Et j'ai jamais vu autant de lignes électriques par terre par contre. Je pense qu'on va avoir un gros problème d'électricité. Parce qu'il y a une tentative d'électricité qui a été remise entre 9 et 10 heures et après ça a été coupé. Et quand on prend les voitures et qu'on tourne, on voit qu'il y a des câbles partout. En Gironde, la tempête et les pannes d'électricité ont fait une victime, une femme de 73 ans qui vivait sous assistance respiratoire. Geneviève contemple sa maison. Cette nuit et pour les jours prochains, elle va devoir trouver refuge chez des amis. Plus d'électricité, plus rien quoi. Plus de téléphone, plus rien. Plus de chauffage. Plus de chauffage non plus puisque j'ai tout électrique donc je n'ai plus rien. Je suis obligé de partir d'ici. Dans les rues du Cap-Ferret, aucun agent d'électricité Réseau de France n'était visible. Premières interventions demain matin. Pour l'instant, on est à 8-10 jours de délai de rétablissement. À Bordeaux, au siège de RDF, les téléphones de la cellule de crise sont en surchauffe. Nous avons fait des premières manœuvres de réalimentation par des organes télécommandés et depuis le milieu de journée, nous sommes en phase de diagnostic, c'est-à-dire que nous dépêchons sur le terrain des agents pour analyser tous les chantiers à réaliser sur les jours qui viennent. On évoque communément le calme après la tempête. C'était la réalité cet après-midi sur le bassin d'Arcachon. Et depuis les premières heures de la journée, les pompiers mais également les personnels de la sécurité civile sont mobilisés. Le Premier ministre François Fillon et Michel Alliot-Marie ont d'ailleurs annoncé aujourd'hui l'envoi de renforts humains dans les 9 départements concernés par ces mesures d'urgence. Face à cette situation, le chef de l'État a décidé de se rendre demain en Gironde. Dans les heures qui viennent, l'armée sera également mobilisée afin de rétablir la circulation sur les routes bloquées par des chutes d'arbres, par exemple. Ce sont les élus et les services des communes qui sont ce soir sollicités, et cela afin d'apporter leur
soutien à la population touchée, sinistrée. C'est bien sûr déjà le cas, par exemple, dans les Landes. Bonsoir David Bazier. Les Landes où 3 personnes ont perdu la vie aujourd'hui en raison de la tempête. Oui, c'est un lourd bilan directement imputable à la violence de la tempête. Ce sont des chutes d'arbres, des débris volants qui ont tué. La grande question ce soir dans les Landes, c'est aussi l'étendue, la superficie des dégâts dans la forêt landaise. Un bilan est actuellement en cours d'élaboration à la préfecture des Landes. Et puis il y a toutes ces communes comme Cap-Breton où nous sommes ici ce soir, plongées dans le noir, où le maître mot, vous allez le voir, est solidarité. Sans eau, sans électricité, sans téléphone, mais pas sans bonnes âmes. Spontanément, en pleine tempête, des bénévoles viennent s'inscrire à la mairie. Je propose d'aider élagage, bûchonnage, à tout le matériel. Ouais, j'ai tout le matos dans la voiture. D'accord. C'est quelque chose de violent qui est frappant, quoi. On a l'impression qu'il y a des pins et des bois qui ont pris des obus sur la tronche, quoi. Donc, ouais, c'est assez marquant. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se serrer les coudes et puis apporter nos services, quoi. Première priorité de la commune, l'eau. Palettes de bouteilles réquisitionnées dans les supermarchés environnants pour une population prise au dépourvu. Vous n'aviez pas de réserve? Non, pas du tout. Bah non, parce qu'on a prévu de faire les courses ce week-end. On est un peu tous dans la même situation. De l'eau et des lampes pour la maison de retraite. Pas d'eau, pas d'électricité, donc une personne qui est sous oxygène, qui vient de partir à l'hôpital, effectivement. Et ben, ma foi, on fait avec les moyens du bord. Parmi les gens, on est les plus privilégiés, en principe. Pourquoi? Ah ben parce que on a un toit, on a mangé à midi sans se rendre compte de rien. On est dans l'urgence, ils auront de l'eau et puis ça ira. En fin d'après-midi, conseil de crise des habitants. Ça passe. Et comme on n'a pas d'électricité, ce soir on fait servir à 17 h et les diabétiques à 18 h après le passage de l'infirmière pour l'insuline. Vous avez commandé les repas? Ça y est, on a... Parce qu'on avait essuyé aussi il y a quelque temps la marée noire. Et maintenant, dans les cas de crise, on a une organisation opérationnelle, on sait ce qu'on a à faire et on a une hiérarchie des missions à accomplir. Mais le cœur du problème, c'est l'électricité qui éclaire, chauffe, alimente les centrales d'épuration et les réseaux téléphoniques. Image signée Philippe Dumail. On le sait, dans les prochains jours viendra le temps des discussions avec les compagnies d'assurance. La ministre de l'économie, Christine Lagarde, a réclamé une mobilisation exemplaire de leur part. La tempête ne s'est bien sûr pas arrêtée à nos frontières. Elle a d'ailleurs eu des conséquences humaines plus dramatiques que chez nous. En Espagne, près de Barcelone, au moins 4 enfants ont perdu la vie à la suite de l'effondrement d'un mur dans un complexe sportif. Le bilan provisoire là-bas est déjà de 10 victimes. Le point avec Hakim Abdelkalek. Les familles en pleurs se sont rassemblées autour du gymnase. Certaines de ces mères viennent de perdre leur fils, d'autres sont submergées par l'émotion. 4 garçons de 9 à 12 ans sont morts et 9 ont été blessés après l'effondrement du toit de ce gymnase près de Barcelone. Les murs n'ont pas résisté à la violence des vents qui soufflaient à plus de 150 km/h. Une trentaine d'enfants jouaient alors au baseball et avaient décidé de se mettre à l'abri dans le bâtiment. Le problème, c'est qu'il n'y avait qu'une entrée d'air et pas de sortie. Donc le vent à l'intérieur a créé comme une sorte d'explosion. Toute l'après-midi, les secours espagnols ont déblayé méthodiquement le terrain à la recherche d'éventuels autres corps. Au total, les intempéries ont causé en Espagne la mort d'au moins 10 personnes, le plus souvent écrasées par la chute d'arbres ou de murs. Les autorités espagnoles demandent à la population de rester chez elle. Dans les ports, les vagues atteignent parfois près de 10 mètres de haut et au large du Pays Basque, certains évoquent des vagues de 21 mètres. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette tempête, mais attention, restez prudents, il y a encore de fortes rafales de vent ce soir. Le point sur la météo, c'est juste après ce journal avec Nathalie Rioué. À suivre maintenant dans votre journal les derniers éléments de l'enquête sur la tuerie dans une crèche hier en Belgique et le mystère qui entoure son auteur, le nouvel organigramme de l'UMP et les objectifs fixés par le président de la République. Et puis le grand format revient sur une page méconnue de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et cette question, qui sont les militaires allemands qui ont voulu tuer Adolf Hitler? Mais tout d'abord donc, revenons sur le drame et le choc en Belgique au lendemain de l'irruption d'un forcené dans une crèche qui a fait, je vous le rappelle, 3 victimes et 12 blessés. Sur place, l'émotion est toujours palpable aujourd'hui. Les enquêteurs, eux, tentent de cerner désormais la personnalité de l'auteur de ce drame. Reportage sur place, Marianne Mass et Patrick Wurstorm. Un périmètre de sécurité pour éviter toute intrusion intempestive
C'est ici, au premier étage de cet appartement, à une quinzaine de kilomètres de la crèche, que vivait l'auteur présumé de la tuerie d'hier. Ses voisins ont du mal à dresser son portrait, tellement le jeune homme était discret. Très mince, pâle, les cheveux blonds roux. Je n'avais pas beaucoup de contact avec lui. Je le voyais de temps en temps dans l'entrée ou aux boîtes aux lettres. Sinon, c'est tout. Kim D, 20 ans, au chômage, avait emménagé ici il y a quelques mois. Il vivait seul, le quartier est sous le choc. C'était choquant, hein, parce que vous le voyez, il y a beaucoup d'enfants dans notre région. Allez, notre quartier, oui. Pendant ces longues heures d'interrogatoire, il n'aura presque rien livré aux enquêteurs. Rien sur son acte, rien sur ses motivations. Le procureur du roi a livré aujourd'hui d'autres éléments troublants sur la préméditation. Au moment de son arrestation à Lebeke, il était en possession encore d'un couteau, d'une petite hache et d'un pistolet, mais un faux pistolet. Il était aussi, sous ses vêtements, il avait une veste pare-balles. Le forcené a été mis en examen pour triple assassinat et tentative d'assassinat et incarcéré dans une prison tenue secrète. Dans la ville, c'est toujours le choc et le recueillement. Toute la journée, des anonymes sont venus signer les registres de condoléances. La ville qui a décidé de fermer définitivement la crèche. Le traumatisme chez les parents, chez le personnel surtout, est trop grand et on n'envisage plus un retour. Demain, c'est une marche silencieuse qui rassemblera toute une ville en deuil. En France, la politique avait comme un début de campagne pour les européennes à l'UMP. Le parti du président de la République s'est donné un nouvel organigramme aujourd'hui. C'est sans surprise Xavier Bertrand qui est le nouveau secrétaire général. Des choix, des décisions qui portent clairement la marque du chef de l'État. Nicolas Sarkozy est d'ailleurs venu rendre visite à ses troupes aujourd'hui à la Mutualité à Paris. Alix Bouillaguet, Arnaud Jacques et Mourad Bouretima. C'est le nouveau visage de l'UMP. Quelques instants de calme pour Xavier Bertrand avant de prononcer son premier discours de secrétaire général. Plus d'émotions que je le pensais. Il paraît que, en général, j'ai du mal à les exprimer, ces émotions, mais là, elle est très présente. Faisons un triomphe à Xavier! Si Xavier Bertrand compte bien s'impliquer fortement dans le parti et imprimer son style, Nicolas Sarkozy reste en coulisses à la manœuvre. Le nouveau casting de l'UMP, c'est lui, et il s'en cache à peine. Ce n'est pas mon travail, moi, de faire cela. Je le sais. Mais moi, j'essaye de ne pas être hypocrite. Si vous n'aviez pas réussi à vous rassembler, si vous étiez divisés, j'ai une petite idée à qui on l'aurait reproché. Un dosage très politique où il a fallu trouver une place à chaque sensibilité, radicale, centriste, libérale et même socialiste avec Éric Besson. C'est un défi excitant et je me suis dit, chiche, j'y vais, je le fais. Voilà pourquoi je suis là. Qu'il y ait quelques dents qui grincent, ça me paraît normal. À l'affiche également, les têtes de liste pour les européennes. En Ile-de-France, ce sera Michel Barnier. En numéro 2, Rachida Dati, obligé de quitter le gouvernement et condamné à faire bonne figure. Quand on est ministre, on n'est pas propriétaire de son poste, on est au service de la France, on est au service des Français qui ont élu le président de la République. Donc moi je n'ai aucun état d'âme. Nicolas Sarkozy n'avait pas le choix, il devait réorganiser l'UMP, cette arme essentielle pour la présidentielle de 2012. Premier test, les européennes de juin prochain. La protestation monte encore et toujours en Guadeloupe. 8000 personnes ont manifesté une nouvelle fois aujourd'hui dans les rues de Pointe-à-Pitre, et cela afin de protester contre la hausse des prix. Depuis 5 jours maintenant, une grève générale paralyse l'île, et cela à l'appel des principaux syndicats et partis politiques qui s'inquiètent de l'inflation et réclament une baisse des prix. On les avait découverts au Canada, en Allemagne, mais aussi aux Pays-Bas, et on les verra bientôt en France, et notamment au Havre. Pour pallier la pénurie chronique de logements pour étudiants, des conteneurs vont être équipés et aménagés afin d'accueillir dès l'automne prochain des centaines d'étudiants. Une initiative soutenue par la ministre Valérie Pécresse. Voyons à quoi tout cela pourrait ressembler. Explication avec Anne Guéry et Alexis Delcourt. Aussi loin que l'on remonte, les gens d'ici ont toujours eu dans leur champ de vision la grosse boîte métallique, le container emblématique du port du Havre. Il fallait juste un peu d'imagination pour songer à y mettre autre chose que des marchandises et beaucoup d'audace pour songer à y loger des étudiants. Pour l'adjoint au maire, ça paraît tout simple. Alors comment on fait? On enlève le côté, et on met une porte, et on met une fenêtre, enfin bref, on le perce pour qu'il y ait de la lumière évidemment.
On laisse un tiers à l'intérieur dans lequel on peut mettre l'entrée, des meubles, éventuellement une kitchenette. Et puis ensuite on a 2 tiers du conteneur, donc sur la longueur du conteneur, qui sont utilisés pour faire la chambre et le salon. Bon, vu comme ça, c'est pas évident. Voilà la cuisine. Mais sous cet angle, c'est déjà bien mieux. Ici, vous avez ma chambre à coucher et à l'extérieur, un balcon. Le concept est né ici à Amsterdam, aux Pays-Bas. 1200 étudiants sont logés dans des containers. Panneaux solaires, parquet, Wi-Fi, loin d'être la maison du pauvre, le container se fait brancher. Et figurez-vous, il s'exporte. Ici, Londres, les artistes plébiscitent la boîte en fer, juste face à la Tamise. Et demain, Le Havre, 100 logements seront installés là en 5 mois à moindre coût par rapport à une résidence en dur. Des chambres de 27 mètres carrés à 300 €, la bonne affaire. Si c'est des étudiants qui n'ont pas forcément les moyens, ça peut leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions et de ne pas avoir forcément travaillé à côté. Le village sera livré à la rentrée prochaine et si la grève prend, le container pourrait bien fleurir un peu partout en France. Le grand format ce soir avec un retour sur un moment d'histoire, l'attentat manqué le 20 juillet 1944 contre Adolf Hitler. Avec cette question, qui étaient ces hommes, ces militaires qui rêvaient d'un putsch contre le pouvoir du Führer? Un film, Valkyrie, avec Tom Cruise, sort mercredi prochain et il revient sur cet événement. L'occasion ce soir d'en savoir un peu plus sur cet épisode historique, direction Berlin, avec Pascal Deschamps et Ralph Klingenhofer. Ce n'est évidemment pas un hasard si Tom Cruise avait choisi Berlin cette semaine pour présenter Valkyrie en avant-première. C'est là qu'a été tourné en partie cet incroyable thriller historique. L'opération Valkyrie a débuté. Même Hitler n'en était pas revenu. Des officiers de son armée avaient tenté de le tuer. J'ai été bluffé par cette histoire. Je ne savais pas que c'était un complot si important, si près de réussir. Ni ce qu'était l'opération Valkyrie. Cette histoire en elle-même, c'est un thriller. Au cœur du complot, le jeune colonel von Stauffenberg. Blessé en Afrique du Nord, borgne et amputé d'une main, c'est lui qui le 20 juillet 1944 doit déposer la bombe à la tanière du Loup, le QG d'Hitler, lors d'une réunion de l'état-major que le film reconstitue minute par minute. Mon colonel, le Führer est à la conférence. Le colonel se change. Mais ce jour-là, rien ne se déroule comme prévu. Si l'explosion fait 5 morts, Hitler lui-même n'est que blessé au bras. Mais pendant 5 heures, les conspirateurs le croient mort et continuent de suivre leur plan, car leur but n'était pas seulement de tuer le Führer. C'est trop risqué. Ça ne change rien à ce que nous devons faire. Effectivement, ce ne sont pas des gens qui se contentaient d'un attentat. Il y avait un programme de gouvernement qui était prévu derrière, avec, et c'est le talent de Stauffenberg, qui a réussi à faire travailler ensemble, venant d'horizons politiques très différents. Nous devons montrer au monde que nous n'étions pas tous comme lui. Drôle de parcours que celui de ces gradés de la Wehrmacht qui ont prêté serment à Hitler en 1933 avant de se tourner contre lui. Stauffenberg, par exemple, aristocrate conservateur, a d'abord été sensible au nationalisme hitlérien avant de s'y opposer avec fougue. Il est devenu critique dès 1938, car il était contre le déclenchement de la guerre par Hitler. Mais surtout en 1941, quand il a eu connaissance des massacres massifs de population par les nazis sur le front de l'Est. En servant mon pays, j'ai trahi ma conscience. J'ai trouvé un homme qui était farouchement opposé aux nazis et à l'Holocauste. Il savait qu'il pouvait échouer, mais il est allé jusqu'au bout. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous serez plus fort que la marche de l'histoire? Les conjurés sont arrêtés le soir même au QG de l'armée de réserve qui héberge aujourd'hui le mémorial de la résistance allemande. C'est ici, dans la cour du Bendler Block, que dans la nuit du 20 juillet 1944, vers minuit un quart, Klaus von Stauffenberg et 3 autres conjurés ont été poussés contre des tas de sable et fusillés à la lumière de phares de voitures. Et on pourrait presque dire que par rapport aux autres conjurés, ils ont eu de la chance. Car la vengeance d'Hitler sera terrible. 150 personnes sont condamnées à mort après une parodie de procès et pendues à des crocs de boucher avec des cordes de piano pour que leur agonie soit plus lente.
Pour l'Allemagne, jusqu'au début des années 50, c'était des traîtres. Je me souviens que j'ai fini par apprendre que mon grand-père avait fait l'objet d'une polémique. J'étais jeune, mais je n'ai pas compris pourquoi. Et je ne le comprends toujours pas. Certes, le film est une fiction qui laisse beaucoup d'aspects de côté, mais son mérite est de braquer les projecteurs sur un acte de bravoure peu connu du grand public. Trouvez le moyen de réussir. C'est pour ça que vous êtes là. Et si vous êtes passionné par cet épisode historique, vous en saurez un peu plus sur cette opération Valkyrie grâce à ce numéro hors-série très documenté du Figaro intitulé « Ils ont voulu tuer Hitler ». Le point sur le sport ce samedi soir avec du football et la fin du rêve pour les supporters de Schirheim. En Coupe de France, l'Open de tennis d'Australie qui sourit toujours à Joe Wilfried Tsonga. Et puis les handballeurs français jouaient un match important lors des championnats du monde ce soir face à la Suède. Les résultats, les images, tout cela commenté par Julien Benedetto. L'ampleur de la défaite ne gâche pas leur plaisir. Les amateurs de Schirheim, petit village alsacien de 2000 habitants, quittent la Coupe de France avec des larmes, mais sans regret, car les professionnels toulousains couraient beaucoup trop vite. Score final 8-0. Schirheim termine l'aventure avec un record. Jamais un club de 7e niveau n'avait atteint les 16e de finale. Pas le droit de rêver non plus pour Concarneau. Les amateurs bretons qui évoluent en 5e division n'ont pas inquiété les champions de France. Lyon s'impose 6-0 grâce notamment à ce doublé de Mounier et accueillera Marseille mercredi en 16e de finale. À l'autre bout du monde, Joe Wilfried Tsonga brille encore sur les terres de ses premiers exploits. Finaliste surprise l'an dernier, il se qualifie pour les 8e de finale de l'Open d'Australie en écartant l'Israélien Sela en 4-7. Rendez-vous au prochain tour avec l'Américain Blake. Gilles Simon confirme son nouveau statut de numéro 8 mondial en battant avec autorité le Croate Ancic. Il affrontera lundi pour une place en quart de finale son exubérant compatriote Gaël Monfils. La Monf, comme on le surnomme, domine l'Espagnol Almagro en 3-7 avec toute la rigueur que lui inculque son nouvel entraîneur australien. 6e match et 6e victoire pour l'impressionnante équipe de France de handball au championnat du monde en Croatie. Les champions olympiques viennent de battre la Suède 28-21. Encore une victoire demain soir contre la Corée du Sud et la France sera qualifiée pour les demi-finales. Demain se disputera le Prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes. Un petit point d'histoire, sachez que cette épreuve a été créée en 1920 afin de rendre hommage à l'engagement américain lors de la Grande Guerre. Eh bien, un cheval français sera à nouveau le favori de la course demain, un trotteur de rêve qui a déjà remporté l'épreuve ces 2 dernières années. Reportage Grégory Naboulet, Annie Triboire et Frédéric Delarue. Un petit footing matinal pour un grand champion. Derrière cette allure presque nonchalante se cache le trotteur le plus rapide du monde. Offshore Dream, c'est son nom. Avec Pierre Lévesque, son entraîneur, il forme le duo star des courses hippiques. On s'entend bien, quoi. Je veux dire, il y a un bon feeling. C'est un cheval, je vais toujours beaucoup travailler son mental et l'envie de se donner à fond, lui donner un esprit de compétiteur. Et quel compétiteur! Avec Offshore Dream, Pierre Lévesque a conquis 2 prix d'Amérique. Le prix d'Amérique, c'est la plus grande course de trot au monde. 40 000 spectateurs, 18 chevaux lancés à 50 km/h et 500 000 € promis au vainqueur. Alors, quand Offshore Dream remet les pattes à Vincennes, il est accueilli comme tout bon champion qui se respecte. Un champion populaire qui vise une 3e victoire consécutive dans le prix d'Amérique et qui laisse à son entraîneur le soin de signer les autographes. Il faut dire que c'est le genre de cheval qui fait tourner la tête des parieurs. L'an dernier, le prix d'Amérique a généré plus de 22 millions d'euros de paris. Pierre Lévesque, Offshore Dream. Ouais, Offshore Dream, mais là il a déjà gagné 2. Il a déjà gagné. Il va gagner la 3e fois. Loin de l'effervescence de Vincennes, Offshore Dream se prépare en compagnie d'Emmanuel, son lad, son ange gardien en quelque sorte. Entre eux, c'est une vraie histoire d'amour, avec ses petits surnoms. J'ai un ami qui l'appelle Dream parce que c'est Offshore Dream. Moi c'est Chochor, j'ai coupé plus court. Ou autrement, pour les journalistes, et 3/4 du temps, je l'appelle le TGV parce que ça fait trotteur à grande vitesse. Roquépine, Ourasi, Jacques de Bellouet, avec le prix d'Amérique, ces chevaux sont entrés dans la légende du trot. Offshore Dream rêve désormais de les rejoindre. Eh bien, on verra cela. La cuisine est devenue une passion pour des millions de Français. Les hommes, les femmes, mais aussi les enfants s'y mettent. À Lyon se tient en ce moment le Salon international de la restauration, rendez-vous mondial de l'art culinaire et l'occasion ce soir de découvrir les nouvelles tendances. Virginie Fichet, Jean-Pierre Rivalin.
Il était une fois de beaux bijoux tout en bonbons. Une pointe bobo, tendance baba. Ici, les perles sont pur sucre, les parfums se dégustent. C'est un peu Hansel et Gretel au pays du luxe gourmand, mais ce n'est pas un conte. Là, je suis en train de préparer des bâtons de rouge à lèvres. Donc, je suis en train de préparer toute une gamme de produits cosmétiques, tout en pâtisserie, sucre, chocolat. Rien que pour le plaisir de la bouche et des yeux. Demain, peut-être, ces créations magiques seront distribuées, mais pour l'instant... On les achète pas. On peut impossible d'acheter. On ne les vend pas, on les offre. Venez là. Et c'est ainsi que le magicien transforma les femmes en marquises conquises. C'est la gastronomie, le design et les bijoux en même temps. On ne peut pas demander plus. À quelques pas de là, des fragrances relaxantes, des cocktails de fruits énergisants et des émulsions sensuelles, concept futuriste du bar bien-être. Ce fameux bain moussant qui est en fait une aire éphémère de fraises et de vanille que vous pouvez juste manger avec la cuillère et vous avez que les arômes et vous n'avez pas la matière. Un monde où même les nourritures terrestres deviennent presque virtuelles. Très rigolo en fait, on a l'impression d'avaler de l'air mais qu'il y a du goût. Nouveaux concepts et nouvelles technologies. Grand prix de l'innovation cette année, ce métier à pain capable de fournir 800 petits pains à l'heure. Il est compact, mobile et automatique. Le programmateur vient sur ce cadran, il programme le nombre de pains qu'il veut, le jour où il veut, à l'heure qu'il veut, et la machine fait tous les calculs. Sur le salon, les petits pains blonds côtoient des pains colorés comme ceux-ci, à l'encre de sèche. Étonnante trouvaille dont les saveurs sont pour les chefs du pain béni. Voilà, avant de se quitter, un rappel de la principale information du jour, c'est bien sûr cette tempête qui a balayé le sud-ouest et le sud-est du pays aujourd'hui. 4 personnes ont perdu la vie à la suite de ces intempéries. Des rafales de vent de plus de 170 km/h ont été enregistrées dans les terres, notamment dans la région de Narbonne. Ce soir, près de 2 millions de foyers sont toujours privés d'électricité. L'armée pourrait être appelée en renfort afin de dégager les routes encombrées par de nombreuses chutes d'arbres. Prudence dans les prochaines heures et plus d'informations dans un instant avec le bulletin météo de Nathalie Riouet. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi ce soir 20h35. Les incroyables expériences présentées par Tania Young et Jamie Gourmaud. Je vous retrouve demain pour toute l'actualité des 13h, dans 13h15 le dimanche. Toute l'actualité de la semaine vue par Brice Hortefeux et le comédien Laurent Deutsch. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.